Bonjour, nous sommes le 13 juin 1983 et il est 23 heures. Quelle surprise nous réserve donc le ciel ce soir-là? Quel événement remarquable va attirer notre attention? Pour le savoir, observons cette voûte céleste en direction du sud-sud-est. En observateur averti, nous repérons ici une étoile bien brillante. C'est Spica, l'étoile principale de la constellation de la Vierge. Ce jour-là, Spica est accompagné d'un astre plus brillant, c'est Saturne, la planète géante aux célèbres anneaux. Mais notre rendez-vous n'est pas là. Sous la Vierge, la discrète constellation de la Balance n'attire guère notre regard. Ce qui n'est pas le cas de cette belle étoile rouge, Antares, l'étoile principale de la constellation du Scorpion. Mais Antares n'est pas seule aujourd'hui. Elle est surmontée d'un astre éclatant. Cette fois, c'est Jupiter, la plus grosse de nos planètes. Mais ce n'est toujours pas notre rendez-vous du soir. Dans un ciel d'une grande pureté, un observateur ayant une acuité visuelle exceptionnelle verrait ici, dans la pince du Scorpion, un minuscule point peu visible. C'est Uranus, autre planète gazeuse et géante de notre système solaire. Nous approchons du but. Au XIXe siècle, un astronome français, Urbain Le Verrier, remarque qu'Uranus subit des perturbations dans sa trajectoire céleste. En 1846, il écrit donc « Il ne nous reste ainsi d'autre hypothèse à essayer que celle d'un corps agissant d'une manière continue sur Uranus, changeant son mouvement d'une manière très lente. » Plus tard, Le Verrier signale « J'ai écrit le 18 septembre à M. Gall pour réclamer son bienveillant concours. Cet habile astronome a vu la planète le jour même où il a reçu ma lettre. » Effectivement, le 23 septembre 1846, peu avant minuit, à l'Observatoire de Berlin, un jeune assistant de l'astronome Johann Gottfried Gall s'écrie sous sa coupole « Cette étoile n'est pas sur la carte !» Venant de recevoir la lettre de Le Verrier, Gall a su se montrer persuasif auprès de son directeur de l'époque, Encke, connu pour la comète du même nom, afin de rechercher l'astre hypothétique le soir même. C'est ainsi qu'est découverte Neptune, l'actuelle plus lointaine planète de notre système solaire. Tellement lointaine qu'elle reste invisible à l'œil nu. Il nous faut donc un télescope pour découvrir une belle planète bleutée. Et au fil des évolutions technologiques, Neptune va se révéler dans les oculaires de nos plus grands télescopes, comme ici le télescope spatial Hubble ou le VLT du Chili. Mais, explorateur dans l'âme, l'humanité ne pouvait en rester là. Elle entreprend d'atteindre cette planète, là-bas à plus de 4,3 milliards de kilomètres de nous, avec un nouvel outil, une sonde spatiale capable d'effectuer la distance, lancée en 1972, qui est baptisée Pioneer 10. Encore fallait-il trouver le bon moment pour se lancer dans l'aventure. Il faut en effet une bonne conjonction des planètes lointaines, et c'est rare. À ce jour, la prochaine fenêtre de lancement pour Neptune et Uranus est estimée entre 2028 et 2031. Durant 11 ans donc, cette petite sonde de 276 kg a accompli son voyage inédit de la Terre à l'orbite de Neptune. Mais il lui faut gagner en temps et en énergie, et pour cela il faut jouer une sorte de billard cosmique avec les planètes les plus connues. Ainsi, après son décollage de la Terre, Pioneer s'est rapproché de la géante Jupiter pour bénéficier de son énorme gravité et avoir ainsi l'impulsion nécessaire, un effet de fronde comme on dit, pour acquérir une bonne vitesse et une bonne trajectoire vers l'orbite de Neptune. Et c'est donc le 13 juin 1983 que Pioneer atteint l'orbite de Neptune, puis la dépasse, devenant ainsi le premier objet de conception humaine à parvenir au-delà des planètes géantes. C'est un exploit. Pioneer entre dans l'histoire de l'exploration spatiale du système solaire. Mais Pioneer 10 n'en reste pas là. Elle est
porteuse d'un clin d'œil de notre humanité à de potentiels extraterrestres, une plaque d'aluminium doré gravée d'étranges signes, dessins et codes. Un message minutieusement préparé avec l'appui de l'astronome américain Carl Sagan, une sorte de bouteille dans un océan de matière interstellaire capable de communiquer à des milliards de kilomètres de notre belle planète bleue. La plaque a d'ailleurs été dessinée par Linda Sagan elle-même. Sans entrer dans les détails, en haut à gauche figure un schéma de la molécule d'hydrogène, à droite ce sont l'homme et la femme qui sont représentés, et s'il a d'abord été envisagé que tous les deux se donnent la main, cette idée a été rapidement abandonnée de peur de laisser entendre qu'il ne s'agissait là que d'un seul et même être. Notons également que la sonde spatiale est dessinée à la même échelle que l'homme et la femme, et à gauche ce sont les positions relatives du Soleil, ainsi que des pulsars qui sont indiqués, avec en bas un diagramme schématique du système solaire. Et puis, la petite histoire fait parfois la grande histoire. Et Hans Mark, qui est alors directeur du Ames Research Center de la NASA, a eu la bonne idée avec ses collègues de trier les différents dessins qui lui étaient proposés par Linda Sagan pour choisir la plaque définitive. Mais compte tenu des paperasses nécessaires auprès de son administration, il décide avec certains collègues, et notamment les ingénieurs, de se rendre directement au Kennedy Space Center, auprès de la sonde, pour discrètement insérer sur le flanc de celle-ci cette fameuse plaque devenue célèbre. La NASA, alors, ne l'a appris qu'après coup. Voilà comment une petite plaque est devenue célèbre et a construit la grande histoire de l'exploration spatiale de notre système solaire.